Bonjour à tous. Un petit message de service juste avant de débuter. On me dit dans l'oreillette que c'est assez bruyant sur les derniers rangs. N'hésitez pas à vous rapprocher, il y a encore quelques places libres au premier rang si vous souhaitez mieux entendre. Et si vous souhaitez discuter autour d'un café, je vous invite à aller à l'espace café qui est fait pour ça, pour qu'on puisse tous mieux s'entendre. J'ai maintenant le plaisir d'introduire Maître Paul Elfassi, associé chez BCTG Avocat, spécialiste de droit de l'énergie et de l'environnement. Bonjour Maître, vous avez 15 minutes pour tirer les leçons de la loi APER, la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, publiée le 10 mars 2023, et du décret sur l'agrivoltaïsme publié le 9 avril 2024. Ces deux textes ont-ils réellement accéléré les choses? Quelles sont les questions qui restent en suspens? Vous avez la parole. Merci beaucoup Pierre. Bonjour à tous. Alors il faut mettre la première slide. Parce qu'aujourd'hui, donc la slide d'avant, voilà. J'ai pris des risques. Vous savez, quand on s'adresse à un client, en général, on fait une petite synthèse au tout début de la note. Comme ça lui évite d'avoir à lire toute la note s'il n'en a pas envie. Et donc, j'ai pris les risques aujourd'hui avec vous aussi de synthétiser un petit peu ma pensée. Et si vous vous posez la question de savoir si la loi et le cadre réglementaire a accéléré et simplifié, bien, vous avez une petite idée avec ce schéma qui, en un coup d'œil, d'après la DREAL concernée, nous permet de savoir si on a réussi et comment à créer des zones d'accélération. Voilà, ma présentation va quand même être un tout petit peu plus mesurée que ça. Et si vous avez le courage, donc, je vous invite à me suivre quelques instants. Voilà. Alors, d'un mot, la loi d'accélération des énergies renouvelables, c'était quoi? C'était le constat unanimement de l'ensemble des vrais experts, indépendamment des postures politiques, qu'il fallait pouvoir accélérer les ENR parce qu'on en a besoin pour la France et parce que, en particulier dans le contexte de la crise en Ukraine, il fallait pouvoir devenir un petit peu plus autonome. Et puis, eh bien, il faut répondre aussi aux besoins de décarbonation à l'horizon 2050. Donc l'objectif de cette loi, c'était d'accélérer et de simplifier. Et donc on va voir si c'est vraiment le cas au niveau de la loi et de ses textes d'application. Alors, qu'est-ce que sont les principaux apports aujourd'hui? C'est la création d'un observatoire des énergies renouvelables. Bon, ça, c'est un élément important, hein, mais c'est simplement pour la connaissance scientifique. Ça permet de rassembler et de rationaliser les connaissances sur ce sujet. Un autre point, pour le coup, intéressant d'un point de vue juridique, c'est qu'on a créé une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur. Et alors, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est une des 3 conditions pour obtenir une dérogation espèce protégée. Et si vous ne savez pas encore ce que c'est une autorisation spéciale. En fait, dans la nature, il y a tout un tas d'espèces, certaines sont juridiquement protégées, et il faut avoir une autorisation pour les déranger ou, si c'est nécessaire, pour les détruire. La difficulté, c'est que pour des unités de production d'électricité décentralisée comme le sont les ENR, c'est souvent des petites installations qui produisent en réalité assez peu d'énergie comparée aux besoins de la France. Et donc, il y avait une discussion pour savoir si ça répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur, ce qu'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais si on commence à enlever les briques de ce mur, c'est-à-dire qu'on dit « Ah bah oui, mais le projet est trop petit », finalement, on n'arrivera jamais à construire l'édifice qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est ça la logique, c'est de dire qu'en fait, non, il y a une présomption que les installations, à partir d'un certain seuil, 9 MW pour l'éolien, 2,5 MW crête pour le PV, répondent à cette raison impérative d'intérêt public majeur. Ça, c'est un grand pas qui a été franchi. L'autre point, je vais y revenir, donc c'est ces fameuses zones d'accélération dont vous avez vu le schéma à l'instant. Donc ça, je vais y revenir dans un instant. Et puis le dernier point, c'était la définition d'un cadre juridique pour le photovoltaïque. Donc un des aspects du photovoltaïque au sol, c'est qu'il est souvent installé dans des zones naturelles, agricoles ou forestières. Et donc la question, c'était de savoir comment on allait combiner différents impératifs et créer le cadre juridique approprié. Alors, ce que nous attendons, c'est plusieurs choses. C'est déjà l'appel d'offres mixte qui va combiner contrat de complément de rémunération
et corporate PPA. Donc vous savez que dans le premier cas, c'est un contrat passé avec l'État. Dans l'autre, c'est un contrat passé entre deux parties privées qui vont permettre de sécuriser un tarif d'énergie. Donc ça, on attend toujours la mise en place de ces appels d'offres. On attend également un décret qui va permettre de créer un fonds de garantie pour sécuriser la construction de projets alors même qu'ils sont affectés de recours devant le juge administratif. Vous savez qu'il y en a énormément dans l'éolien, au moins 70 à 80%, qu'il y en a quand même aussi dans le solaire malheureusement, et que donc il faut quand même permettre le développement puisque la plupart des recours sont rejetés, mais les requérants, les opposants, ont bien compris que le temps jouait pour eux tant qu'on n'avait pas construit. Donc ça, on l'attend avec beaucoup d'impatience. Le décret sur la révision des schémas régionaux de raccordement, mais ça, le texte est en préparation, il est même en consultation. Et puis, l'arrêté contrôle sur l'agrivoltaïsme, et ça, je vais y revenir aussi dans un instant. Alors, juste deux exemples, parce que bon, c'est quand même pas très simple tout ça, ni très intuitif. On peut confondre parfois les zones d'accélération et les documents cadres. Or, ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce que c'est que les zones d'accélération? C'était en fait la réponse d'un compromis au fait qu'un certain nombre voulaient faire peser sur le maire la responsabilité du développement des ENR en France en lui accordant un droit de veto. Donc ça aurait été assez catastrophique parce que, la plupart des maires n'en veulent pas, ils sont déjà assez harcelés et donc il y a déjà beaucoup de poids sur leurs épaules. Deux, d'un point de vue plus philosophique, c'est quand même curieux de faire peser la responsabilité de la politique énergétique de la France sur des autorités décentralisées. C'est pas du tout ça. La politique énergétique, c'est une compétence de l'État d'un point de vue global. Donc le compromis qui avait été trouvé dans le cadre des discussions de la loi APER, c'était d'essayer quand même de faire remonter, de repartir du terrain une forme d'initiative en créant une nouvelle couche de planification territoriale. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pour le développement de toutes les énergies renouvelables, on ne parle pas que du solaire, qu'il faut créer des zones dites d'accélération pour pouvoir définir des zones d'exclusion. Mais c'est quand même assez compliqué, ça provoque des débats assez importants et on voit qu'au 1er avril 2024, eh bien, seule la moitié des communes avaient fait l'exercice parce que c'est très compliqué, il faut financer, enfin bref, c'est assez complexe et donc ce n'est pas un facteur d'accélération. À distinguer donc des documents cadres qui n'ont rien à voir, ceux-là, ils sont faits pour savoir où je vais pouvoir placer du PV, du photovoltaïque en zone agricole, naturelle et forestière, qui n'est pas agrivoltaïque. Donc là, on ne parle pas de l'agrivoltaïque, on parle simplement du PV qu'on dit compatible avec l'exercice d'une activité agricole. Oui, je sais, il faut un peu s'accrocher. D'ailleurs, les slides, je vous les laisserai si vous en avez besoin. En tout cas, ça part d'une volonté assumée du gouvernement de dire, en fait, je ne veux plus de PV au sol, quasiment. Donc, je vais créer des documents cadres qui définiront des zones éligibles et fixées par les textes dans lesquelles je pourrais mettre ou pas du PV. Donc en gros, c'est les zones incultes, c'est les surfaces inexploitées. Bref, l'idée générale, c'est je ne veux pas de PV au sol sur les zones agricoles hors agrivoltaïque. Ça, ce sont les documents cadres. Et donc ça, c'est aussi des documents qui sont en cours d'élaboration, proposition des chambres d'agriculture, des consultations, et finalement, c'est un arrêté préfectoral qui les définit. Bref, à la question de savoir où en est-on, vous voyez que c'est quand même assez mitigé. C'est la dernière phrase, c'est qu'en fait, je suis plutôt face à une lenteur, puisque vous voyez bien que ça fait déjà plus d'1 an qu'on a cette loi et qu'on n'a encore pas tous les outils qu'il nous faut pour avancer. Et surtout, il y a un problème de complexité du droit qui est assez intense. Et donc, j'ai pris pour cette matinée l'exemple de l'agrivoltaïsme. Alors avant, tout était simple. Tout était chouette. On avait juste une jurisprudence du Conseil d'État, je l'avais déjà dit d'ailleurs à Bordeaux lors d'une autre conférence, c'est qu'il fallait rester sur cette jurisprudence. En fait, cette jurisprudence, elle nous disait quoi? Elle nous disait, vous voulez mettre du PV en zone agricole, c'est possible, mais attention, il faudra que ça reste compatible avec une activité agricole significative. Est-ce qu'on avait besoin de plus sur un plan juridique? Je ne pense pas. Bon. L'histoire m'a donné tort, mais il faut faire attention parce qu'on a un réflexe français, c'est de se dire « Ah, je me pose des questions, je veux sécuriser une industrie, comment faire ?» Ah ben j'ai créé de la réglementation. Bon ben ça c'est vraiment le mauvais réflexe. Plus on crée de réglementation, plus on crée de questions, plus ça ralentit. On en aura encore l'illustration ce matin.
Bon, quoi qu'il en soit, on a eu une loi d'accélération, puis un décret du 8 avril 2024 qui a créé un régime de l'agrivoltaïsme sur mesure, que je vais vous détailler en une slide juste après. Juste quand même, il faut avoir en tête quelque chose, c'est que certes, c'est l'objet d'un compromis, c'est bien d'avoir des compromis sur des questions importantes, et notamment sur l'énergie, mais là, la logique des textes, tant de la loi et surtout du décret et des arrêtés qui suivent, c'est qu'on cherche à traquer l'abus. On cherche à se dire, ouh là là, il y a des projets à Libye. Alors ceux-là, on va tellement les encadrer, on va faire une réglementation tellement stricte qui empêche vraiment toute idée, même début d'idée, que ce serait un détournement, qu'on a créé tout un régime juridique extrêmement compliqué pour éviter ça. Alors, quitte à créer de la réglementation pour soutenir une activité et permettre le développement, juste encadrons ce qui doit être fait. Arrêtons d'être surtout sur l'exception. Traitons du principe, ça aurait été nettement mieux. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, alors c'est extrêmement simplifié ici, mais il y aura une table ronde tout à l'heure, vous pourrez rentrer dans les détails. Eh bien, sans surprise, il faut que j'ai la coexistence d'une activité agricole qui doit rester principale et de panneaux solaires. Bon, en fait, on a un certain nombre de règles. La superficie inexploitable ne doit pas excéder 10% de la superficie totale. Donc, on voit bien qu'on cherche à limiter la superficie des panneaux sur ces surfaces agricoles. On a des règles de hauteur, on a des règles sur les interrangées, on a tout un tas de règles qui doivent permettre, alors, la réglementation étant un peu abstraite, mais de garantir que l'activité agricole va pouvoir continuer à s'exercer normalement sur la parcelle en question. On a un taux de couverture aussi qui, en l'état, est fixé à 40% selon le projet d'arrêté. Et puis, on a une espèce de première usine à gaz, c'est que, eh bien, il faut que cette installation réponde à 4 services qui sont listés ici. Donc, bon, je peux les dire rapidement, l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas et l'amélioration du bien-être animal. Mais attention, il faut répondre à un de ces 4 services, mais il ne faut pas porter une atteinte substantielle à l'un de ces services ou une atteinte limitée à au moins 2 d'entre eux. Bon, moi je suis un amoureux du droit, mais c'est vrai que ces notions de substantiel, limité, etc., ce n'est pas très opérationnel et c'est un facteur de complexité. Bon, l'installation doit être réversible, ça c'est pas un problème. Et puis sur les 2 dernières conditions, enfin 3, c'est qu'on veut absolument avoir un agriculteur actif. C'est-à-dire que ce ne sont pas des projets alibis, c'est des vrais projets agricoles où on combine agriculture et énergie. Donc on a un vrai agriculteur qui continue de travailler. Là où ça se complique, c'est sur la quantification de la production agricole significative avec des zones témoins qui permettent de calculer des rendements et puis un système très complexe et puis aussi la question de la rémunération de l'agriculteur qui doit rester principalement au niveau de l'agriculteur, mais à nouveau c'est compliqué à définir et donc effectivement la réglementation a un peu échoué en créant un système un petit peu trop complexe. Bon, ce n'est pas votre métier, mais c'est le mien. Il se trouve que l'articulation de ce nouveau régime qui emprunte au code de l'urbanisme, au code de l'énergie, au code de l'environnement, a créé des ponts entre les textes qui sont insupportables. C'est-à-dire que dès lors qu'on veut avancer pour répondre à une question assez simple, eh bien on est confronté à une espèce de puzzle ou de labyrinthe pour arriver à trouver une réponse. Donc c'est vraiment un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on attend sur l'agri-PV? On attend notre arrêté dit contrôle, puisque évidemment on a créé quelque chose de très compliqué, mais qui va être contrôlé d'une manière très serrée, et donc tout ça doit être défini très précisément par un arrêté. On attend l'arrêté sur les technologies agrivoltaïques éprouvées. C'est important ça, parce qu'en fait, ça va nous permettre pour ces technologies-là d'avoir des règles plus souples, absence de zones témoins, surface couverte un peu plus souple. Et puis, comme c'est très simple, eh bien, on attend un guide de la DGEC qui va encore nous raconter un petit peu autre chose que les textes. Bon, j'en attends quand même un peu de clarification, mais j'espère qu'on n'aura pas d'écart par rapport à ce qui est vraiment dit dans les arrêtés et les décrets, parce que ça va encore créer de la confusion. Oui, alors j'ai pris 2 exemples pour vous montrer un peu la difficulté à laquelle on est confronté. Alors, on est quand même sur une notion de parcelle agricole qui est un peu le cœur du réacteur, puisqu'on parle de ça, en fait, quel est le terrain qui est concerné pour calculer des pourcentages divers et variés. Mais, comme vous savez, juridiquement, quand on crée des notions, on aime bien créer une notion propre au texte qu'on est en train de créer. Donc, la notion de parcelle agricole, là, c'est pas la parcelle agricole du code rural.
C'est pas non plus la parcelle cadastrale, c'est pas non plus la notion de terrain en droit de l'urbanisme. Autant de notions juridiques qu'on connaît depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Non, on a créé une petite notion bien propre, donc on ne sait pas encore bien délimiter. Or, c'est un problème parce qu'on ne sait pas si cette continuité, ces limites physiques d'une implantation continue de panneaux photovoltaïques, est-ce que ça concerne les interrangées? Est-ce que ça concerne les surfaces liées aux obligations légales de débroussaillement? Est-ce que ça concerne qu'est-ce que j'avais trouvé, les pistes, hein, c'est ça, les pistes internes? Bon, bref. Et ça, il faut faire attention parce que sur ce type de projet, ça fait des mètres carrés. Et donc, pour calculer après mes pourcentages, puisque tout est calé sur la notion de parcelle et sa surface, je vais avoir des difficultés opérationnelles. Un autre exemple parmi tant d'autres, la critère du rendement. Alors, bien sûr, il faut faire attention à ce que le rendement soit suffisant. On veut que ça reste de l'agriculture, donc il faut que les panneaux ne gênent pas en réalité le rendement agricole. Donc, on a tout un tas de règles sur ce point. Mais par exemple, on s'est dit, on va calculer des moyennes. Mais alors la moyenne, là, elle part de juste l'achèvement des travaux. Enfin, sauf si j'ai mal compris, mais il faut remobiliser la terre, il va falloir planter et récolter. Donc en fait, je sais pas, selon les cultures, les premiers mois, les premières années, pour calculer mon rendement, bien évidemment, il y a un sujet. C'est qu'on aurait dû faire partir la notion de rendement au moment où j'ai eu le temps de replanter et que je suis en capacité de récupérer ce que j'ai planté. Voilà. Mais ça, c'est 2 exemples parmi 30 de difficultés d'application de ce régime juridique bien trop complexe. Bon, alors évidemment, je suis toujours un petit peu... je me plains de la réglementation parce qu'elle est trop compliquée. En conclusion, je vais quand même essayer de mesurer un peu tout ça. Pour autant, on a quand même une loi d'accélération. C'est la première fois. Moi, je suis administrateur du CER en charge de la réglementation. Ça faisait quand même 25 ans qu'on attendait ça. Une loi qui disait, au moins dans son titre, qu'on voulait accélérer et faciliter les ENR en France. Donc ça, c'était une bonne chose. C'est aussi le fruit d'un compromis. Cette loi, qui était plus simple au départ, s'est heurtée à une assemblée diversement composée. C'est pas sur le point de cesser d'ailleurs. Donc, et puis aussi, on peut se féliciter d'avoir un cadre qui est aussi le résultat d'un compromis avec les agriculteurs sur l'agrivoltaïsme, mais malgré les difficultés auxquelles on est habitué, après tout, on va réussir à développer des projets. De toute façon, la conviction qu'on a dans la profession et dans ce secteur industriel, c'est que de toute façon, on aura besoin d'agriculture, on a besoin d'alimentation et on a besoin d'énergie. L'agrivoltaïsme, c'est quand même la symbiose entre les deux. Et donc, pour ma part, mais c'est aussi la teneur de l'idée de l'ensemble des acteurs, on a confiance dans l'agrivoltaïsme parce qu'en réalité, il n'y aura pas d'autre solution. Merci infiniment, Maître Paul Elfassi. Je suis toujours admiratif de votre capacité à traduire ce qui s'affiche derrière vous à des enjeux compréhensibles pour tout un chacun, ou presque. Donc vraiment, bravo à vous.